s'agit de Félicien Bogaerts. On peut l'applaudir aussi. Bonsoir à tous, bonsoir Nathan. On fait un concours de voix grave ou pas? Tu veux? À mon avis, c'est mal barré pour toi. Ouais, c'est ça. Bon, toi, tu es formaté contact, donc c'est plus ouais, ok, super, ça paraît. Moi, c'est oui, classique 21, bonsoir. C'est ça. Bon, faut expliquer un petit peu ton parcours parce qu'il est quand même très spécial. Et moi, il me fait un peu marrer. On se connaît quand même depuis un petit moment, puisque à 14 ans, tu as rejoint la radio Classique 21. 16 quand même. 16 ans? J'étais pistonné, mais pas à ce point. Ouais. Ah, bon, 16 ans. Tu as rejoint la radio Classique 21, qui, pour les gens qui soit ne la connaissent pas, soit ne viennent pas de Belgique, est une radio qui est quand même catégorisée, une radio de vieux un peu. Comment ça s'est fait? Mais en fait, moi, j'aimais bien le rock à l'époque, parce qu'aujourd'hui, pour être dissident, il vaut mieux écouter du rock que du rap, puisque le rap est devenu la nouvelle pop culture. Donc moi, j'aimais bien les Beatles, j'aimais bien King Crimson, j'aimais bien Genesis, et je remarquais que sur cette radio qui représente un peu le rock en Belgique, il n'y avait pas d'animateur jeune. Et je me suis dit, oh là, il y a quand même Nathan Sorel sur RTL, il faut bien qu'il y ait quelqu'un sur Classique 21, quoi. Ouais, c'est ça. Donc j'ai envoyé un mail au patron de la chaîne, Marc Isaïe, pour lui dire ça. Et j'ai eu la chance de pouvoir... Tu m'as cité dans ton mail ou pas? Non. Ah ouais, quand même, en fait, non, là c'était pour te flatter, comme ça tu ne me poses pas des questions trop gênantes. Ah, bah justement, on va y venir. Écoute, non, ce qui est assez intéressant dans ton parcours, c'est que tu aurais pu, en fait, comme beaucoup de gens qui rentrent dans le milieu des médias, te dire bon, bah ça y est, je commence la radio, je commence la télévision, puisque maintenant tu as un projet TV qui s'est bien développé, on en parlera après. Tu aurais pu te dire bon, bah ok, je me satisfais de ça, et finalement, le fait de passer dans les médias, le fait de bosser dans ce milieu-là, ça me plaît. Mais tu as décidé de te compliquer encore plus la vie et de lancer le projet, avant qu'on parle d'environnement et d'écologie, comme c'est le cas depuis ces derniers mois, bien avant ça, un projet qui s'appelle Le Billet Vert. C'est quoi exactement? Donc ça, c'était il y a 2 ans et demi. Donc ça faisait un petit temps que je bossais à la radio, à la télé déjà, et que j'avais pu développer des outils audiovisuels et puis un langage audiovisuel aussi qui, du coup, m'a donné envie de me lancer, on va dire, de façon plus indépendante et personnelle dans un projet qui me tient à cœur. Et j'ai remarqué qu'il y avait une vraie demande en Belgique d'un média indépendant qui se focalise sur l'état de la planète, qui ne va pas très bien, comme vous le savez. Et en France, il y avait une offre quand même assez impressionnante de vidéastes, de médias alternatifs engagés, avec un parti pris affirmé et qui essayent de sensibiliser une nouvelle génération prête à entrer en guerre, on va dire, pour la planète, pour le vivant. Et il n'y avait pas ça en Belgique, alors on a lancé le billet vert. Donc ce sont des vidéos de vulgarisation et de sensibilisation autour de grands thèmes liés à l'environnement, donc la disparition des abeilles, les géants de l'agro-industrie, les OGM, bref, tous les impacts finalement de notre système économique et politique sur le vivant, sur la planète. On essaye de clarifier ça pour un public plus jeune. 60% des populations d'animaux sauvages ont disparu ces 45 dernières années. Pour que l'engagement ne soit pas vécu comme quelque chose de difficile à aborder ou alors d'ennuyeux. Et alors on utilise des gimmicks et des mises en scène, on va dire, comme assez les youtubeurs. Comme les youtubeurs, ouais, absolument, on pourrait se connecter. Donc par exemple, je prends un exemple tout bête, mais pour un épisode qui était sur l'industrie de la viande et l'impact de la consommation carnée sur la biosphère et sur l'environnement, on a pris la voix française d'Homer Simpson, donc le vrai Homer Simpson, qui a bien voulu prêter sa voix pour le billet vert, et on a recréé un Homer Simpson en dessin animé, mais vert. Et donc il était devenu vegan. Et donc il s'appelait Homme Vert. Ça marque en fait. Oui, donc je déjeunais avec lui à table au musée des instruments de musique, et lui donc était en dessin animé, un peu comme dans tu vois le Bugs Bunny là dans le. Eh bien, il me disait, enfin moi je commandais un steak et lui il était furieux que je commande un steak et il m'expliquait pourquoi. Donc c'était assez marrant de retourner un peu le symbole, et donc on joue sur des symboles comme ça pour essayer de mettre le pied dans la porte, on va dire, à une nouvelle génération engagée pour la planète. Des petites côtelettes de porc. Ben voyons. Oh, c'est quoi ton problème? Mon problème, c'est qu'à chaque fois qu'on déjeune ensemble, tu prends toujours des côtes de porc. Tu as lancé un projet en rassemblant une vingtaine de personnalités belges autour d'une marche pour le climat qui a rassemblé, si je ne me trompe pas, 75 000 personnes dans les rues. D'après Proximus, on était même 100 000. Ok, d'accord. Ça, on les a eu bien plus tard parce que c'était les connexions téléphoniques qu'il y a eu ce jour-là. Ok, 100 000 personnes. Et alors, il y a quelques jours, moi j'ai vu une vidéo que tu as balancée sur Facebook et où tu parlais avec un autre activiste du domaine écologique et environnemental. Et tu disais en fait, on s'est planté. Ah oui, c'est celle-là. Et j'ai pas regardé toute la vidéo parce qu'elle était très longue. Oui. Mais j'ai envie de savoir pourquoi est-ce que toi tu dis que vous vous êtes planté dans votre engagement en tant que jeune en fait.
Alors, on s'est planté, c'est un peu une accroche, mais l'idée était surtout de faire une autocritique de l'ensemble du mouvement climat et même de l'ensemble des actions qui ont été beaucoup vues autour de l'écologie ces 30 dernières années. On est beaucoup dans une écologie de façade, on est beaucoup dans une écologie de petits gestes, d'éco-gestes. On en a encore eu un exemple avec What About Waste, qui est un très chouette projet. On a déjà eu l'occasion de discuter, mais aujourd'hui, on ne voit pratiquement que ça. Donc pratiquement que des petites alternatives à l'échelle citoyenne, individuelle. C'est très rare de pouvoir entendre une critique globale de notre système économique et politique qui est en train de nous tuer, en fait. Et d'ailleurs, on le voit quand on lit le rapport du GIEC. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu dans la salle. Le rapport du GIEC, donc, ce sont 90 experts du climat à l'international qui se réunissent pour tirer la sonnette d'alarme et pour dire si on continue comme ça à produire autant, avec autant d'impact sur le vivant, sur la biosphère, on ne pourra plus contrôler aucun des désordres qui vont s'abattre sur nous d'ici une cinquantaine d'années. Donc on risque de rentrer dans une boucle infernale de répercussions, de rétroaction, qui fait qu'on ne pourra plus jamais contrôler notre rapport au monde et qu'on sera finalement otage de notre propre prison dorée. Et donc c'est important, je pense, de pouvoir avoir une vision justement plus politique et systémique de la crise environnementale et de pouvoir dire, voilà, on n'est pas dans cette situation pour rien. On est dans cette situation parce qu'on a un modèle économique qui est basé sur la production à l'infini, sur la croissance à l'infini, et que donc forcément notre planète, elle n'est pas infinie. Les ressources de la planète, elles sont finies. Et donc si on n'a pas maintenant un message global de décroissance, de sobriété, de changer notre rapport au monde, pour fonctionner plutôt avec la nature, en harmonie avec elle, plutôt que contre elle, en l'exploitant et en abusant d'elle, on risque vraiment d'avoir un retour de flamme extrêmement violent dans les 50 prochaines années. Et toi, tu y crois, au fait que ça peut changer ? Ben moi, je me bats, en tout cas. On a du coup un petit peu durci le ton ces derniers mois parce qu'effectivement donc on a réuni ces 75 ou 100 000 personnes le 2 décembre à Bruxelles. Je n'étais pas le seul à les réunir, mais c'est vrai que la vidéo a eu un impact certain puisqu'il a fait 2 millions de vues et le président de la coalition climat m'avait dit à l'époque avant la vidéo il y avait 300 personnes qui s'inscrivaient par jour sur l'événement Facebook, après c'est passé à 3000 personnes, donc ça a quand même eu un impact certain. Donc on a 100 000 personnes dans la rue. 2 jours après, la Belgique se retire des ambitions européennes pour l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. Comme un pied de nez finalement. Comme un pied de nez. Non, mais elle fait même mieux que ça. Elle fait une minorité de blocage pour essayer de bloquer les autres pays qui, majoritairement, voulaient y aller. Là, on a eu 11 semaines de mobilisation hebdomadaire des Youth for Climate. Ça n'a échappé à personne, même pas à Leonardo DiCaprio. Et donc on a eu vraiment la classe au niveau international à ce niveau-là. Franchement, la Belgique a vraiment servi d'exemple dans le monde entier. Il y a eu des articles dans le New York Times, partout. On a focalisé finalement la lutte de la jeunesse pour le climat sur la Belgique, sur notre petit pays. Et après ces 11 semaines d'une incroyable mobilisation, où ces jeunes prennent le risque quand même de mettre leur diplôme en jeu, de mettre leur année en jeu, eh bien, qu'est-ce qu'on leur dit maintenant ? C'est qu'on n'est pas capable de s'entendre au niveau communautaire pour avoir ne serait-ce que le premier pas symbolique pour avancer, qui est cette fameuse loi climat qui a été enterrée il y a 2 jours. Donc on a aujourd'hui vraiment une fracture totale entre ce que nous disent les scientifiques, les académiciens, les universitaires. Je rappelle que la loi climat, elle avait été rédigée par des universitaires du Nord et du Sud, de pratiquement toutes les grandes universités du pays. Donc il y a le message des académiciens, des scientifiques, des universitaires, des climatologues. Il y a le message de la société civile qui se mobilise de plus en plus en force. Et puis il n'y a absolument aucun retour du niveau politique. Donc nous, ce qu'on a fait en début de semaine passée, c'est qu'on a bloqué la rue de la Loi. Ce qui était un truc complètement inédit et pour la première fois des associations qui sont beaucoup plus dans le consensus, beaucoup plus dans la diplomatie. D'habitude, des associations comme Greenpeace, comme la Coalition Climat, et puis même des personnalités connues. Il y a Alison de Roof qui nous a soutenus, il y a Bouli Lanners, évidemment les filles de Youth for Climate, Anona de Weaver, Adélaïde Charlier. On s'est tous retrouvés sur la rue de la Loi pour dire, voilà, si vous bloquez notre avenir, eh bien, nous, maintenant, on bloque la rue de la Loi. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Pourquoi en fait les jeunes s'engagent pour le climat ? Pourquoi maintenant ? Mais comme je viens de le dire, les politiques qui sont mises en œuvre pour le moment, c'est des politiques qui, sur le long terme, risquent de nous tuer, en fait. Pourquoi est-ce que c'est les jeunes qui sont plus sensibles ? Mais parce qu'eux ont encore, normalement, de nombreuses années à vivre devant eux. Et quand on leur dit que ces nombreuses années, elles vont se passer avec probablement une fracture sociale qui se creuse de plus en plus, avec probablement des guerres, pour la question du pétrole, qui est un vrai sujet. La fin du pétrole, on en parle très peu, mais c'est aussi pas une ressource infinie. Pour la question des réfugiés climatiques,
Quand on sait aujourd'hui, par exemple, qu'en Australie, ils ont dû inventer une nouvelle couleur. L'Institut météorologique d'Australie a dû inventer une nouvelle couleur pour des températures qui vont au-delà de 45 degrés. Ça a été le cas aussi en Tunisie. Donc, il y a des zones du globe qui sont simplement plus vivables, plus habitables. Et du coup, aujourd'hui, on voit déjà beaucoup de politiques et d'équilibre démocratique déstabilisés par les migrations. Mais la migration climatique, ça va être encore toute une autre affaire, avec tout ce qu'on peut imaginer que ça va encourir au niveau des conflits, des guerres, et effectivement de ce gouffre qui se creuse entre les personnes les plus faibles, les plus pauvres, qui ne pourront pas faire face à ces enjeux-là, et les personnes les plus riches, qui sont de moins en moins nombreuses, mais de plus en plus riches. On a prochainement, là, dans 2 mois, je pense, les élections législatives en Belgique. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de partis qui maintenant ont mis un peu à leur agenda la question écologique. Ce qui doit un peu vous faire rire d'une certaine manière, parce que j'ai l'impression qu'on est sur on disait tout à l'heure La récupération ? Ouais, pas de la récupération, mais c'est juste de façade en fait. Voilà, c'est ça Ouais, simplement. Et comment est-ce que tu perçois ça, et comment est-ce que les jeunes, en général, avec qui tu travailles, perçoivent ça? Mais je pense que la jeunesse militante aujourd'hui arrive à se hisser au-delà de ces considérations partisanes, communautaires. Quand on était, je le rappelle, rue de la Loi début de semaine, il y avait absolument tout type de personnes, tout type de milieux sociaux, tout type d'origine, tout type d'engagement aussi. C'est-à-dire qu'il y avait des gens plutôt centre-droit, des gens plutôt de gauche, voire même très à gauche, des écolos. Donc, en fait, on ne parle pas de politique. On parle vraiment de sauver ce qui nous reste à sauver sur cette planète qui est en train de suffoquer. On pourrait faire un petit quiz, mais est-ce que vous savez, par exemple, quel est le nombre d'insectes volants que nous avons perdus ces 30 dernières années en pourcentage en Union européenne? Est-ce que vous avez une idée? Le pourcentage d'insectes volants disparus ces 30 dernières années en Union européenne. 85%. Le pourcentage d'oiseaux, 30%. Le pourcentage d'animaux vertébrés sur l'ensemble de la planète ces 45 dernières années, c'est 60%. Tous ces chiffres, vous pourrez aller les vérifier. Donc on a vraiment aujourd'hui ce qu'on appelle une anthropocène, donc une humanité industrialisée, triomphante, qui fonctionne contre la nature, qui est en train de la détruire et qui ne veut pas se remettre en question, que ce soit au niveau économique ou au niveau politique. Et donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout de poser la question du sens, et je trouve ça super de pouvoir se retrouver dans une rencontre autour de l'entrepreneuriat, autour des gens qui prennent des risques, qui ont des projets, qui ont des idées, qui veulent mettre leur ambition, leur force de travail, leur talent pour réaliser ces projets. Je pense que la première question à se poser, c'est la question du sens. On est là pourquoi ? Est-ce qu'on est là pour profiter pendant encore quelques années d'une économie qui est en train de casser la planète ? Est-ce qu'on est là juste pour faire de l'argent et pour profiter le temps qui nous reste ? Ou est-ce qu'on a envie de mettre toute cette énergie à profit pour essayer de sauver le monde ? Ça, c'est la question que j'aimerais poser justement. Et je trouve qu'on devrait tous se poser aujourd'hui au moment d'entreprendre. Quelqu'un comme moi qui, depuis peut-être quelques semaines, en voyant justement les actions des différents jeunes, est sensibilisé au climat et se dit tiens, je vais commencer par remplacer mes pailles en plastique, prendre des pailles en inox, C'est ce un genre de début, choses. ouais. C'est un début. Comment est-ce qu'on peut commencer? Comment est-ce que les jeunes qui sont dans la salle d'ici, et les moins jeunes aussi, peuvent se dire à moi, à ma petite échelle, je change quelque chose? Est-ce qu'il faut aller marcher dans la rue? Est-ce qu'il faut utiliser les toilettes sèches? Est-ce qu'il faut, tu vois, par quoi est-ce qu'on commence en Ça, fait? c'est la grande obsession, les toilettes sèches. Non, je vous rassure, moi, j'ai pas de toilettes sèches chez moi. Mais je pense que... Déjà, je pense qu'il y a plein de voies possibles. La première, c'est sans doute de se tenir au courant. C'est-à-dire de ne pas simplement se contenter du ronron médiatique qui a tendance plutôt à nous garder, on va dire, plus ou moins à l'aise dans ce système économique et politique qui est le modèle dominant aujourd'hui. Donc ne pas avoir peur de s'intéresser un peu aux rapports scientifiques, de s'intéresser aux journalistes d'investigation qui vont creuser. Une excellente émission, par exemple, comme Cache Investigation sur France 2, nous permet d'avoir des arguments qui sont extrêmement tangibles, qui sont difficilement démontables et qui en même temps sont accessibles à peu près à tout le monde. Donc je pense que l'information et le fait de se partager cette information, c'est très important. D'où le fait que nous, on est sur les réseaux sociaux. On essaie de partager l'information. Par exemple, quand on apprend qu'une entreprise comme Coca-Cola fait des canettes Coca-Cola Life, dans l'idée justement de ce greenwashing qui consiste à se donner une image verte, alors qu'en fait l'entreprise, on sait qu'au niveau européen,
elle essaye de baisser un maximum les ambitions d'énergie renouvelable, de recyclable ou de retour à la consigne en verre. Un bête exemple comme ça, on en trouve vraiment des dizaines, des centaines, des milliers dans le monde des affaires. C'est bien de les avoir en tête, parce que ça permet aussi de faire des meilleurs choix et d'avoir aussi une idée un peu globale du système dans lequel on est. Malheureusement, notre système économique est basé sur la maximisation des profits. Donc les entreprises, et quelque part, je ne leur en veux même pas, parce que c'est simplement leur logiciel, les entreprises, elles vont toujours essayer de maximiser leurs profits. Et le problème, c'est qu'en maximisant les profits, c'est pratiquement toujours au mépris des règles sociales et environnementales et élémentaires, quoi. Voilà, je pense que le fait d'être informé, c'est déjà une chose très importante. Alors après, dans la vie de tous les jours, je dirais que c'est avant tout la sobriété. En fait, on a souvent remplacé la notion de bonheur par la notion de plaisir, par l'addition des plaisirs, je trouve, dans notre société. C'est-à-dire que on va penser que si j'ai telle chose, et puis telle chose, et puis telle chose, et puis telle chose, à chaque fois, ça procure un plaisir sur le moment, et que c'est l'addition de ces plaisirs qui va me créer un grand bonheur. Alors qu'en fait, le bonheur, je pense, il se base surtout sur des choses qui sont immatérielles. L'amitié, le fait de pouvoir faire confiance à ses amis, de pouvoir leur confier des choses, des sentiments, l'amour évidemment aussi, la musique, bref, ce qui rend vraiment heureux, c'est pas forcément des choses matérielles. Et aujourd'hui, on est aussi dans cette société qui découle donc de cette religion économique où on est bombardé de publicité à longueur de journée, où on a vraiment cette injonction permanente à la consommation. Et je pense que la première chose, c'est de se libérer de ça. Je ne sais pas si vous reconnaissez la série Black Mirror, par exemple. Ouais, sur Netflix, justement. Sur Netflix, il y a un magnifique épisode de la série où on est comme ça bombardé par des écrans à longueur de journée. Et en fait, c'est un peu 1984 de George Orwell, mais adapté à la technologie d'aujourd'hui. Et je pense que déjà, le fait d'en avoir conscience, ça permet de petit à petit vivre cet impact dans sa vie personnelle. Donc pour moi, c'est d'abord et avant tout la sobriété. Par exemple, moi, je n'achète jamais de vêtements neufs. C'est uniquement des vêtements de seconde main que je trouve dans des fripes. Alors, vous pensez peut-être que j'ai un style un peu de babtou fragile. Mais c'est possible d'avoir du style en achetant des vêtements de seconde main. Donc là, on est dans la sobriété. Ça, c'était la punchline, par exemple. Vraiment, trop fort. J'ai un style, vous allez retenir ça, j'ai un style de babtou fragile. Ça, ce sera le résumé du truc. Bon alors, première étape, on est sensibilisé par la cause écologique. Deuxième étape, on a envie d'agir, mais parfois on va aller dans la mauvaise direction. Je m'explique, il y a quelques jours, je vois une info selon laquelle un fabricant de bière assez connu réutilise, je crois, les restes d'alcool qu'il a en stock. Pour faire une bière moins chère. Non, pour en faire du biocarburant. Oui. Et moi, je vois ça, je me dis, ah cool, bonne idée. Et en fait, tu te renseignes derrière et tu vois qu'en fait, le biocarburant est juste encore plus mauvais que le diesel ou l'essence quand il est consommé, donc on le met dans sa voiture. Comment éviter de faire des erreurs, en fait, d'inattention, je veux dire, mais d'information aussi? Effectivement, en s'informant, en recoupant les sources, en fait, plus on est informé, plus on est libre, parce que moins on pourra se faire manipuler par les mécanismes qui sont mis en place pour que justement on reste comme ça, comme un bon petit soldat, un bon petit consommateur, qu'on ne réfléchisse pas trop. Je pense que, donc, effectivement, il faut savoir s'informer. Il faut aussi ne pas avoir peur d'avoir des valeurs et des opinions, parce qu'on est aussi, je trouve, dans une société où souvent avoir des valeurs et des opinions, c'est devenu un peu ringard. Justement, je pense à un titre de rap qui est l'un des derniers de Caballero et Jean Jass, qui est Arrêtez de chialer. Et en fait, le rap qui était à la base un média justement d'engagement, je pense à Jill Scott-Heron, je pense à Tupac, ou Snoop Dogg, même au début de sa carrière, on a vraiment un engagement qui est très fort. Ils sont très politisés. Tupac était hyper politisé. La mère de Tupac était une militante activiste qui a voué sa vie à défendre des valeurs. Et donc aujourd'hui, j'ai l'impression que comme le rap est aussi devenu un petit peu la pop culture... Je crois que Félicien lit Bouscapé. Je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression que... Mais je trouve qu'on retrouve ça aussi dans une certaine scène rap dominante, très populaire, plutôt de se désengager et de dire finalement on va tous crever donc on n'en a rien à foutre. Et moi je trouve qu'il ne faut pas avoir honte d'avoir envie de prendre soin de soi, des gens qu'on aime, des gens tout court et de la planète. Il ne faut pas en avoir honte, je trouve ça très, très cool en fait. Bon, c'est une bonne conclusion, je propose qu'on passe aux questions du public pour rajouter encore un peu de questions à ce débat. Ouais, là au bout, un micro chez Clyde. T'as sorti des références rap là, c'était balèze. Hein.
Clyde, on t'écoute. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir, avec maintenant, on a vu aujourd'hui la loi climat qui n'est pas passée, la campagne qui arrive très bientôt pour les élections, le temps qu'on ait un gouvernement qui est en moyenne relativement long, est-ce que vous n'avez pas peur que finalement ça prenne de plus en plus de temps et que finalement on n'ait rien de la part des politiques? Pour moi, on a déjà notre réponse à cette question en observant les derniers événements dont j'ai parlé, donc le retrait des ambitions européennes pour l'énergie, maintenant le dévoiement de nouveau d'une majeure partie de la classe politique face à la loi climat. Je pense qu'il y a vraiment un point de rupture fondamental entre la réalité du monde, un monde qui suffoque, et les priorités de court terme et les priorités politiciennes, on va dire, je pense, du monde politique. Je pense qu'il y a ce gouffre-là, et que donc peut-être que ça montre une certaine forme d'obsolescence de notre système politique, une obsolescence de nos institutions. Quand on écoute notre ministre de l'Environnement, Marie-Christine Marguem, elle se cache souvent derrière la complexité des institutions. Elle dit souvent, oui, mais on a essayé, mais on n'a pas pu parce qu'il y a eu tel blocage, il y a eu telle discussion qui n'a pas abouti. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir ces discussions-là. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important d'être... je prends un mouvement comme les Gilets jaunes, par exemple, qui a cristallisé énormément de passion et d'intérêt ces derniers mois. On s'est beaucoup focalisé sur la violence, parce que c'est très facile. On voit des voitures brûlées, alors on regarde la voiture brûlée. On ne s'intéresse jamais à savoir pourquoi ce mouvement existe. Parce que moi, je pense qu'à la place des Gilets jaunes, je préférerais vraiment passer mes samedis après-midi à jouer au foot ou à écouter du rap ou à être en famille qu'à brûler des voitures ou à me prendre des tirs de grenades dans la figure, parce qu'il y a cette violence-là aussi qu'on montre moins. Donc moi, je pense que ça montre qu'on arrive au bout de quelque chose. L'une des revendications majeures des Gilets jaunes, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Donc c'est une possibilité pour la population de prendre position, de voter, d'intervenir finalement dans la démocratie. Donc c'est remettre un petit peu de démocratie dans la démocratie. Et c'est juste un début. C'est juste un peu comme la loi climat, c'est simplement, ce serait un premier symbole, on va dire. Et on entend beaucoup ça aujourd'hui. Et dans le même temps, on entend nos représentants politiques se cacher derrière la complexité des institutions, ne pas vouloir écouter les scientifiques et les académiques qui leur disent qu'il est prêt à prendre des décisions extrêmement fortes et puissantes, radicales pour le climat. Donc ça montre, je pense, vraiment un hiatus et une fracture totale. Donc peut-être que nous allons devoir envisager l'avenir sans cette façon de faire de la politique et sans ces structures politiques. Une dernière question pour terminer avec Félicien. S'il y en a une, évidemment. N'hésitez pas à lever votre bras. Peut-être que votre question est intéressante et va plaire évidemment à d'autres personnes. Non, il n'y en a pas? Ok. Merci beaucoup Félicien, qui était notre dernier intervenant. Merci à vous. Merci.